Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle table ronde Zoom Invest en ce mercredi 8 février 2023. Aujourd'hui, comme d'habitude, une heure de table ronde, deux tables rondes de 30 minutes sur deux thèmes qu'on attend tous en tant que CGP sur cette année 2023. On va d'abord parler des small and mid caps. Est-ce l'année du fort rebond de cette classe d'actifs? Et ensuite, on parlera évidemment des opportunités potentielles du marché obligataire. Tout le monde attend évidemment de parler de ces deux niveaux d'investissement pour nos clients. Alors, on avait échangé à l'automne 2022 sur la classe d'actifs small and mid caps. On avait fait le constat évidemment que cette classe d'actifs n'était pas épargnée par le contexte chahuté de l'année 2022. Mais alors, dans la situation actuelle, les choses sont-elles différentes? On va en parler avec trois invités. Alban Préaubert, analyste gérant ISR chez Sycomore AM, José Béraud, gérant de fonds Midcap Europe chez LFDE, la financière de l'échiquier pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais enfin j'en doute, et Raphaël Moreau, gérant de fonds Amiral Gestion. Messieurs, comment allez-vous ce matin? Très bien, écoutez, très bien, merci beaucoup. Bon, très bien, on va poser le contexte, puisque je viens de le dire. Faisons un point justement sur cette fin d'année 2022 et puis sur finalement l'environnement de ces premières semaines de 2023. Alban, je te laisse commencer. Très bien. Effectivement, déjà, il convient de se rappeler, mais je pense que personne ne l'a oublié, que 2022, dans sa globalité, reste une année très compliquée pour les marchés, et en particulier pour les small et mid, avec un MSCI Europe Small Cap qui finit à moins 22%, quand l'Eurostoxx a limité ses pertes à moins 12%. Sur la France, ça a certes été un peu moins pire, avec un CAC 40 à moins 9%, mais quand même un CAC Small à moins 19%, donc ça reste une année très douloureuse boursièrement. Bon, tout ça, c'était finalement assez logique. On a quand même eu affaire à beaucoup de mauvaises nouvelles en 2022, la persistance du Covid, la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les hausses de taux qui s'en suivent, les problématiques dans les chaînes d'approvisionnement, la crise énergétique, la dévaluation de l'euro, ça fait beaucoup. Dans un scénario qui était bien black, on a pourtant commencé à être un peu plus positif à l'automne sur les SMID chez Sycomore. On avait d'ailleurs organisé un webinaire à cette occasion. Il nous semblait que finalement, beaucoup de ces mauvaises nouvelles étaient déjà pricées, voire avaient été pricées à l'excès dès la fin du S1. Dès la rentrée, on commençait à avoir des niveaux qui nous semblaient intéressants pour revenir sur les small mid. Parce que c'est vrai que si on reprend finalement toutes ces mauvaises nouvelles de 2022 une par une, on a quand même le sentiment, alors que bien sûr tout n'est pas résolu, loin de là, mais que le pire, il semble quand même derrière nous sur presque tous les points. Si on les reprend un par un, sur la dévaluation de l'euro, on a quand même eu en janvier un 4e mois consécutif où l'euro progresse face au dollar, pour clôturer à 1,08 quand on était passé en dessous de 1 l'an dernier. Il n'y a pas eu de nouvelle escalade dans le conflit en Ukraine. On a une inflation qui est davantage sous contrôle, avec des chiffres inférieurs aux attentes sur l'inflation à la fois aux US, mais également en zone euro dès le 4e trimestre. Donc, dans ce contexte, même si les hausses de taux se poursuivent à l'heure actuelle, on a quand même le sentiment qu'on s'approche du point de pivot des banques centrales. Sur la crise énergétique, on a eu la fixation d'un plafond à 180 € par mégawattheure pour les prix de l'électricité en Union européenne. On a eu aussi des températures douces cet automne et cet hiver qui ont rassuré les investisseurs quant à l'ampleur de cette crise énergétique. Et on voit que les prix du gaz européen, par exemple, sont repassés, sont autour de 50 € actuellement, alors qu'ils avaient flambé jusqu'à près de 350 € du mégawattheure l'année dernière. Idem sur le pétrole, sur le Brent qui est à 85 $ quand il était monté à près de 125 $ l'an dernier. Électricité, pareil, c'était monté à plus de 700 €. C'est aujourd'hui sous les 100 € en France. Donc voilà, tous ces coûts énergétiques ont baissé. Les coûts logistiques également se sont apaisés avec des taux de frais maritimes qui sont en nette baisse depuis quelques semaines. Et finalement, dans ce contexte, malgré tous ces challenges, on a quand même eu une bonne résilience des résultats de l'entreprise, quelques profit warnings évidemment, mais des attentes de BPA qui ont été revues en baisse tout au long de l'année. Et malgré tout, des discours des entreprises européennes qui ne sont pas alarmants. Quand on rencontre les dirigeants, il n'y a pas eu un pincement des marges si fort. Il était redouté face au ralentissement économique et à cette crise énergétique, mais il ne s'est pas matérialisé dans une si large mesure. Évidemment, il y a également la sortie de la politique zéro Covid en Chine qui devrait relancer l'économie du pays, mais aussi l'économie mondiale en 2022. Donc tout ça, c'est quand même des éléments, je n'ose pas dire positifs, mais au moins, en tout cas, le terme de récession qui était si présent dans les conversations, il n'est plus vraiment d'actualité. Le FMI a même révisé il y a quelques jours en hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 à 2,9%. Et même pour les pays développés, la croissance sera plus modeste, mais elle sera quand même positive à 1,2%. Donc, ça explique tout ça.
ce très fort rebond, déjà initié sur la fin d'année 2022, encore plus fort sur ce début d'année 2023, et la baisse de la version risque qui est forcément favorable pour les small mid. Donc plutôt positif si on entend le message global. José, la même question. Est-ce que tu as une vision différente ou est-ce que tu partages finalement l'analyse d'Alban? Non, je pense que je partage l'analyse d'Alban. C'est sûr qu'on est quand même passé d'un environnement 2022 qui était extrêmement compliqué alors sur tous les plans, et je ne vais pas reciter ce qu'a dit Alban. On est rentré dans une année 2023, même s'il faut rester, je crois, encore prudent, hein. Les marchés sont extrêmement volatiles et puis on a des réactions de marché, honnêtement, qui sont difficilement compréhensibles au jour le jour, pour être tout à fait honnête. Les marchés, je trouve, moi, personnellement, que les marchés vont un peu vite, hein, quand on regarde la performance de certains indices en l'espace de quelques semaines. Je trouve que le mouvement est peut-être un peu rapide. Même si c'est vrai, on est quand même, enfin, il semble que l'on soit quand même rentré dans une année avec un peu moins de stress. Je pense que je rajouterai, j'insisterai sur 2 éléments, heu, en termes de récession, et c'est vrai qu'on en parlait énormément, et tous les grands stratégistes mondiaux, évoquaient tous une récession assez forte d'ailleurs. Alors on parlait souvent, alors soit de hard landing, soit de soft landing. Mais là, on parle ni de l'un ni de l'autre. On est plutôt en train de parler il n'y aura peut-être même pas de récession, ou et je crois que c'est Jérôme Powell qui a évoqué même une année en croissance aux États-Unis l'année prochaine. Donc, bon, si vous voulez, on a quand même un peu renversé la donne sur 2023, et c'est quand même très, très important. Les marchés partent avec des estimations de BPA qui sont assez basses, je pense, sur certains secteurs, et qui pourraient même être revues à la hausse. Donc ça donne quand même un peu de fuel au marché, ça c'est important. Et puis il y a un élément qui est aussi important, c'est au niveau des valorisations. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, notamment sur notre classe d'actifs, sur la partie small et mid cap. On a eu comme on dit, hein, une compression de multiples, donc une baisse de valorisation qui a été extrêmement forte, extrêmement puissante en 2022, notamment sur certains secteurs, sur le style croissance, hein, sur le style croissance et qualité, et où là, on est quelque part avec comme on dit, un couple risque-rendement qui redevient à nos yeux extrêmement intéressant, mais on va en parler. Donc voilà, une année 2022 très compliquée. 2023, même s'il faut rester encore prudent quant à quant à l'environnement, mais en tout cas, on part avec des bases et surtout, je pense, des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus intéressants que 2021 ou 2022. José, j'insiste un petit peu là-dessus, pardon, mais il y a eu une grosse dichotomie entre les grandes capitalisations et les small and mid en 2022. Et est-ce que le contexte aujourd'hui va faire que taille d'entreprise peut soit bénéficier de la croissance que M. Powell appelle de ses voeux, ou en tout cas d'un soft landing si jamais on était un peu plus pessimiste? Ou est-ce qu'il y aura vraiment une différence encore ou pas? Bon, ça dépend bien évidemment de tout un tas de secteurs, mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'en termes de positionnement, les small et mid cap sont plus locales quelque part. C'est-à-dire qu'elles sont plus exposées à la croissance au niveau local, donc la croissance en Europe. Donc ça, c'est un premier élément qui les distingue peut-être un peu plus de sociétés qui sont beaucoup plus importantes, avec des positions en Amérique latine, aux États-Unis ou en Asie. Donc ça, c'est un premier élément qui va jouer peut-être pour la classe d'actifs des small et mid cap en 2023. Et puis un deuxième élément, c'est que la prime de valorisation que l'on avait connue sur notre classe d'actifs au cours des dernières années, elle a quasiment totalement disparu en 2022, avec, comme le disait Alban tout à l'heure, donc une très forte correction sur notre classe d'actifs qui redonne, si vous voulez, en termes de valorisation, un avantage, on va dire, aux small et mid cap par rapport aux big cap qui n'ont pas tellement d'irrité en 2022. En fait, vous le OK. citiez tout à l'heure en introduction, où je crois que c'est Alban qui en parlait. Le CAC 40, 2022, -9. Et c'est vrai que sur des indices mid-cap en Europe, on était plutôt autour de -25. Donc, si vous voulez, voilà, il y a eu quand même cette très, très forte OK. dichotomie. Il y a aussi les flux, on n'en a pas parlé. Les flux sont un élément aussi important. Il y a eu des flux, on va dire des vents contraires en 2022 sur notre classe d'actifs. Et nous, on ressent que ça commence à se calmer. On voit même des investisseurs revenir progressivement sur cette classe d'actifs qui est un autre élément important quant à la performance future des small et mid cap.
Raphaël, est-ce que tu as une analyse à compléter? Parce que c'était intéressant d'avoir cette approche un peu sur la différence entre big et small, parce que évidemment, c'est un sujet que nous, conseillers en gestion de patrimoine, on doit traiter très régulièrement, la notion de go local, pour reprendre les paroles d'un grand sage que je connais. Raphaël, t'en penses quoi, toi? Bah, je suis assez d'accord, hein, avec tout, tout ce qui a été dit. 2022, en fait, 2022, ça a été une y compris sur les marchés, pas que sur les marchés, hein. C'est vrai que depuis le mois de septembre, octobre, on a un peu l'impression que bah, le pire n'aura peut-être pas lieu. Donc il y a un soulagement qui concerne en premier l'Europe, puisque c'était la zone où il y avait le plus d'inquiétude. Par ailleurs, on va dire que le volontarisme de la Fed et des autorités monétaires a permis de calmer l'inflation et de calmer aussi tous les. Il faut se rappeler qu'il y a un an, il y avait des goulots d'étranglement partout. Il y avait des goulots d'étranglement partout, il y avait de l'inflation, tout le monde constituait des stocks de précaution. La volonté de la Fed de ralentir la machine a permis de calmer tout ça et de détendre la situation. On a aussi la réouverture de la Chine, qui est l'usine du monde, il faut le rappeler, qui détend aussi la situation de l'offre. Non, moi je voulais revenir en particulier donc sur le sujet des valorisations, parce que ça fait 5 ans que les small caps dans leur ensemble, hein, pas spécialement value, croissance, etc., mais que les small caps sous-performent. Il y a 5 ans, 2017, il y avait beaucoup d'appétit sur le segment. C'était notamment après l'élection d'Emmanuel Macron, particulièrement en France, où il y avait eu une ruée sur les fonds small cap. Plusieurs d'entre nous avions fermé nos fonds aux souscriptions. Mais en fait, depuis cette période, il y a eu un de-rating qui a été sur les caps. Grosso modo, aujourd'hui, si on prend le price to book, hein, donc le prix sur actif net de toutes les valeurs, petites valeurs, on est moitié moins cher qu'il y a 5 ans. Donc on était à 20% de prime sur les larges il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à 20% de décote. Et en plus, il y a des différences de style, hein, donc il y a aussi une dispersion qui s'est accrue. Et donc, on pense que on est sur des niveaux de valorisation qui correspondent à des scénarios de crise type 2012-2013, quand on craignait que la zone euro éclate, de mars 2020 ou de 2003, si on remonte plus loin. Donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont très bas. Et c'est vrai que souvent on nous demande c'est quoi le catalyste. Et là, vous me demandez 2023, moi 2023, j'en sais rien, hein. Je dis qu'il y a une chance sur deux, hein, que ça surperforme. Je me mouille pas. Mais Bonne stat. et on nous parle de resserrement monétaire, etc. Mais par exemple, dans les années 70 aux États-Unis, et la période actuelle y ressemble beaucoup, avec un choc énergétique, un décollage de l'inflation, etc. Entre 75 et 80 aux États-Unis, les petites valeurs US, pendant 6 ans d'affilée, elles ont fait 42% CAGR de performance. Et donc, malgré tout, voilà, malgré un contexte qui peut être difficilement lisible, quand on part d'un point bas, parce que là aussi on partait d'un point bas en fait, hein, au début des années 70, on peut faire des performances très fortes quand il y a une normalisation de la situation. Justement, on va en parler parce que là, merci pour le constat de cet environnement parce que finalement, c'était bien ce qu'on voulait faire sur cette première partie. Alors, est-ce qu'on doit faire preuve d'optimisme et de miser sur les small et mid cap? Évidemment, parce que c'est l'objectif de cette table ronde, c'est de donner le retour. Mais est-ce qu'on doit parler quand même d'un fort rebond pour 2023? Ça, c'était le titre de la table ronde. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quelles sont vos convictions un peu plus détaillées pour 2023 et grosso modo, vers quel secteur il faut aller? Parce que je crois que c'est José l'a bien dit. Il y a bien sûr des prix, des points d'entrée par rapport au prix, mais ici, ça dépendra des secteurs comme toujours. Ça dépendra ici des valeurs et puis de vos savoir-faire à chacun. Bah, justement, José, vers quoi est-ce que LFDE va aller cette année pour essayer finalement de tirer la quintessence de ce qui a attiré sur cette classe d'actifs?
Moi, je pense que bon, peut-être qu'on le rappelle pas assez, mais c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui est aussi, beaucoup tirée par, comme on dit, le stock picking, c'est-à-dire la capacité à aller chercher dans cet univers qui reste un univers extrêmement, extrêmement large puisqu'il y a à peu près 3 000 sociétés, cotées en Europe. Donc c'est quand même un nombre extrêmement significatif. Donc au-delà des facteurs, au-delà des styles value, pas value, growth, croissance et cetera, c'est vrai que nous, et quand on regarde les performances de nos fonds au cours des dernières années, au-delà de tous ces styles, et cetera, c'est notre capacité et la capacité de chacun d'entre nous, bien évidemment, d'aller identifier, d'aller, investir sur le long terme. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais, sur le long terme, des sociétés qui sont capables, alors de changer de taille, et ça, je pense que notre classe d'actifs aussi a cette caractéristique de pouvoir investir dans une société de taille moyenne, on va dire, qui fait 100, 200, 300 millions de chiffre d'affaires, mais dans un horizon de temps de 3, 4, 5 ans, voire plus, qui est capable de doubler de taille, de tripler de taille, alors soit en organique, soit en faisant des stratégies d'acquisition. Donc ça, c'est un élément, je pense que, et j'insisterai pas mal là-dessus, avant toute chose, c'est vraiment, notre classe d'actifs est intéressante, dans ce cadre-là puisque, on est capable d'aller identifier ces sociétés-là, et j'ai envie de dire, quels que soient les secteurs, si vous voulez. Ça peut être dans le secteur automobile, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'IT. Voilà, il faut savoir, aller chercher, à peu près dans tous les secteurs de l'économie, des sociétés, voilà, bien managées, ambitieuses, avec des stratégies, intéressantes de croissance. Donc ça, c'est le premier élément. Après, en termes de style, je pense que, enfin, je l'ai un peu dit en introduction, on reste quand même avec une perception prudente, si vous voulez. On n'est pas non plus dans un optimisme béat en disant, ça y est, on a touché véritablement les points bas, fermons les yeux, investissons tout ce qu'on a et puis on verra bien ce qui se passe en 2023. Non, on est quand même dans un environnement qui reste tendu, avec énormément de volatilité dans les marchés, des réactions de marché qui sont honnêtement difficilement compréhensibles au jour le jour ou au mois le mois. On pense qu'il y aura des opportunités d'investissement peut-être tout au long de l'année 2023. Ça c'est pour nous encore une certitude. Mais quand même, on est plutôt à favoriser, si vous voulez, les secteurs qui sont visibles, résilients, qui ne dépendent pas trop non plus de l'environnement économique, si vous voulez. Donc, quand on a dit ça, on fait quand même attention au secteur cyclique. Ça c'est notre vision. On fait attention au secteur qui dépend trop aussi des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt, on a tous vu la hausse, même s'ils vont arrêter de monter. Enfin, on va quand même rester dans un nouveau paradigme de taux d'intérêt assez élevé. Donc, attention aux valorisations de secteurs qui ont pu être trop chers dans le passé. Et donc, on favorise, on va dire, les secteurs ou les sociétés avec comme on dit, des business models visibles, résilients, des sociétés qui sont quelque part capable de croître quel que soit l'environnement de marché. Donc là, on est plutôt en train de parler de secteurs de la santé, de l'IT, des biens de consommation. Et Ouais, des choses de profondeur de marché évidentes, quoi. voilà, plutôt, on n'est pas en train d'investir massivement dans dans des secteurs qui sont trop cycliques ou trop dépendants, en tout cas, de l'environnement économique. Mais Ok, je ouais. crois que le message le plus important, c'est vraiment la capacité dans ce secteur des small et mid cap d'aller rechercher des sociétés, de faire du stock picking et d'aller rechercher des sociétés qui sont voilà, capables de doubler, tripler de taille dans un environnement de temps de 3 à 5 ans. Raphaël, tu as cette vision également ou est-ce que tu as une vision plus, j'ai envie de dire, plus détaillée sur des secteurs particuliers que tu exclus ou que tu inclus, fortement? Ouais, on nous demande souvent si c'est les actions croissance ou les actions value qu'on privilégie. Alors, Classique. nous on n'a pas de. Nous, on est des investisseurs fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va. On aime évidemment les sociétés qui sont en croissance. C'est juste qu'on veut faire des bonnes affaires, donc pas les payer trop cher. Et puis inversement, il y a des sociétés qui ont des défauts, hein, des sociétés value. Alors, ce n'est pas forcément des mauvaises sociétés. Ça peut être une société qui est dans un secteur cyclique, par exemple. Donc, Rosé disait qu'il les évitait. Nous, on les regarde aussi si la valo est excessivement faible et surtout si on a des actifs tangibles en face. Par exemple, pour prendre un exemple, Jacquet Metal, c'est une société dont l'activité est très simple à comprendre. C'est un distributeur d'acier, donc ils ont des stocks d'acier dans des entrepôts
un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et donc, il y a un patrimoine. Le patrimoine, c'est l'immobilier et ce sont ses stocks. Il y a 5 ans, je parlais tout à l'heure du de-rating du segment small cap, où les valeurs avaient divisé par 2 en valorisation. Sur Jacquet, c'est encore plus excessif. On valait 3 fois les fonds propres début 2018. On vaut la moitié aujourd'hui. Donc, on a eu un de-rating par 6. Et aujourd'hui, on voit à peu près la moitié de la valeur à la casse, hein, si on liquidait l'entreprise, alors que c'est le leader européen sur son activité, alors qu'ils ont fait des profits extraordinaires en 2022. Donc ça, c'est des choses qu'on a en portefeuille, qui ont eu de jolis rebonds, hein, depuis le point bas de septembre, mais qui restent très peu chers par rapport à leurs normes historiques. On a aussi des sociétés qui sont sur des thématiques porteuses, hein, pour parler aussi des sociétés en croissance. Par exemple, Recticel, c'est une société belge qui est aussi très présente en France, qui fait des panneaux d'isolation en fait, hein, pour le résidentiel et aussi pour le commercial. Donc, c'est des panneaux en polyuréthane qui sont très compacts, qui ont très peu d'épaisseur, et donc en fait, plus les logements doivent être performants énergétiquement, moins on souhaite prendre de place en fait dans l'intérieur des habitations, et donc plus il faut compacter en fait les produits isolants. Donc ils ont des produits qui gagnent des parts de marché sur les autres catégories comme la laine de roche par exemple. Donc c'est une société et c'est un peu une situation spéciale parce qu'ils ont cédé une grosse activité dans les mousses techniques, donc hors isolation l'année dernière. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de cash au bilan. Ça a un peu baissé parce qu'il y a une partie forcément qui est sur la construction neuve. Mais pour nous, c'est une opportunité parce qu'on pense que les autorités européennes considèrent qu'il faudrait tripler le rythme de rénovation des bâtiments en Europe pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques. Non, mais on voit bien qu'il faut rentrer très très dans le détail, hein, ce que vous disiez, c'est très juste. C'est pour ça que moi j'aime bien cette classe d'actifs, parce que là vraiment ça nous parle et on est sur des noms qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont évidents. Jacquet étant une boîte lyonnaise de mémoire, hein, qui est quand même assez implantée. C'est quand même très intéressant ce que tu disais, Raphaël, sur sa valorisation, parce que là il y a quand même, c'est assez évident qu'il y a des choses à faire. Après, comment le marché va influer finalement sur ça? Alors Alban, qui attend sagement, je suis obligé de te faire prendre cet angle-là parce que tu as une spécificité. Alors bien sûr, c'est l'ADN de Sycomore, c'est l'ISR. Comment on le place finalement dans ta gestion sur les small and mid cap? Est-ce que c'est quelque chose évidemment qui est évident pour toi? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est tout aussi important, voire plus important encore que dans les large caps. Et c'est vrai que souvent, les agences de notation extra-financière ont une couverture qui est un peu moins satisfaisante, on va dire, sur les small mid-cap, notamment sur les micro-cap. Donc, nous, chez Sycomore, on fait les analyses en interne de manière propriétaire et ça nous permet de bien couvrir sur les enjeux ESG également toutes ces valeurs. Et évidemment, c'est un aspect essentiel dans nos process d'investissement, dans la gestion de nos fonds. Et ça nous amène évidemment à prendre des décisions qui sont très, très liées à ces enjeux durables. Typiquement, à l'heure actuelle, je dis à l'heure actuelle, mais je pense que ça va être structurel et c'est vraiment une conviction de très court terme, de moyen terme, de long terme, de très long terme. On a une forte conviction sur la transition écologique énergétique. Et près du 40% du portefeuille dont on parlera tout à l'heure est investi sur des valeurs alignées avec cette transition énergétique. C'est vrai qu'il y a tellement de drivers favorables pour ces valeurs qui sont bien positionnées sur les enjeux verts, avec les plans de relance aux États-Unis. L'Inflation Reduction Act, c'est quand même 370 milliards de dollars qui sont alloués à la lutte contre le changement climatique. En Europe également, on a des plans très ambitieux. Il y a ce besoin d'indépendance énergétique des gouvernements et de s'affranchir de la dépendance au gaz russe. Il y a des exigences réglementaires qui sont de plus en plus fortes. On voit encore, il y a quelques jours, le rapport des risques mondiaux du Forum économique qui flague parmi les 10 principaux risques mondiaux à moyen terme, moyen-long terme, 5 risques environnementaux aux 5 premières places. Donc tout ça, ça nous amène quand même à investir assez massivement sur ces valeurs alignées avec la transition énergétique. Donc ça peut être des valeurs des énergies renouvelables, comme Solaria en Espagne ou ERG. C'est une utility italienne. C'est intéressant parce que c'est une grande transformation. C'était un raffineur de produits pétroliers au début des années 2000 et sont devenus désormais 100% développeurs d'énergie renouvelable. Donc, belle transformation. Et tous ces acteurs bénéficient finalement de la hausse des prix de l'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, ils vont être plafonnés à 180 €.
par mégawattheure, mais ça reste des prix qui sont très élevés et qui sont bien supérieurs aux prix qui étaient dans leur plan de développement à tous ces acteurs. Donc ça ne les empêche pas d'être profitables et de faire des beaux parcours. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique avec des Rexel, des SPI, des Signify, l'ancien Philips Lightning, leader mondial de l'éclairage, tout ce qui est lié à l'isolation des bâtiments, comme Wienerberger, Steico, dans l'isolation bois, là aussi un marché de niche mais en forte progression. La mobilité durable, évidemment, avec Alstom, tous les acteurs du ferroviaire finalement ont des carnets de commandes énormes. La mobilité deux roues aussi, qui permet de réduire la congestion urbaine avec un acteur comme Piaggio ou les acteurs du vélo. Encore des sociétés qui permettent une économie plus circulaire. Befesa dans le recyclage des déchets de la production d'acier ou d'aluminium. Préserver les ressources naturelles aussi, c'est essentiel. On a du Stora Enso, par exemple, qui est un des plus gros propriétaires privés de forêts, un acteur suédois avec plus de 2 millions d'hectares de forêt. Donc, rien que la valeur des forêts, c'est 8,3 milliards d'euros et ça représente déjà 3/4 de la valeur de l'entreprise. Donc voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités, quoi. Ouais. Sur la transition énergétique. Après, on a un peu rajouté de cycle, nous. C'est vrai qu'on est quand même assez optimiste. On a vraiment l'impression que les PMI vont s'améliorer. Donc, on a une exposition à l'industrie qui est assez forte, avec quelques valeurs cycliques, mais évidemment en étant très, très attentif à la visibilité de ces acteurs. On privilégie évidemment les acteurs avec des carnets de commandes solides et lisibles, et avec des pricing power importants, une bonne gestion des coûts et surtout une capacité à répercuter les coûts de manière importante. Ensuite, on a fait un retour un peu sélectif sur quelques valeurs liées à la consommation. Alors, pas vraiment la consommation de base, mais dans le loisir, par exemple. Il y a un secteur au sein du loisir qui est en plein boom, c'est le nautisme. On a eu des camping-cars aussi qui avaient une très bonne dynamique pendant le Covid. Je me souviens. Là, c'est vraiment le nautisme qui a des carnets de commandes très, très élevés. Et donc, un acteur comme Bento ou San Lorenzo sont vraiment bien positionnés. Fontaine Pajot aussi fait une visite de site. Bon, fais attention, Alban, parce que je vois que José et Raphaël notent. José note depuis tout à l'heure. Non, mais c'est bon. On a quasiment tout le portefeuille là. C'est bon, on a tous fait notre portefeuille. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en plus, dans ce que dit, le temps passe à une vitesse incroyable. Dans ce que dit Alban, c'est qu'on voit des sociétés de toute taille. En plus, c'est ça qui est bien, c'est assez large et tous ces noms nous parlent terriblement. Et je me souviens avec Alban, on avait parlé justement de Trigano, je me souviens, pour les camping-cars à l'époque. Et là, maintenant, c'est Nautisme. Donc, on voit qu'il y a une pointe de loisir. C'est hyper important parce qu'évidemment, ça nous parle tous. Messieurs, il est 10h28, figurez-vous, donc on est en retard parce que c'était hyper intéressant. Je vais vous demander, allez, en 1 minute chacun, parce que nos invités de la table ronde qui suit viennent de se connecter. Est-ce que vous pouvez, pour finir sur du concret, me parler du fonds qu'il faut mettre dans nos portefeuilles? Parce qu'il est évident, fort rebond ou pas fort rebond, il est évident qu'il faut diversifier. Il y a une forte dispersion, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs sur laquelle il faut aller. Raphaël, exercice, 1 minute. Oui, notre fonds dédié aux petites valeurs européennes, il s'appelle Sextant PME. Il a été créé le 1er janvier 2014, en même temps que le PEA-PME. Il y est éligible. Je crois que c'est un des fonds parmi les mieux classés depuis la création sur ce segment. Comme je disais tout à l'heure, c'est un fonds blend, c'est-à-dire avec à la fois pas de typologie marquée en termes de style, mais sauf qu'on souhaite faire des bonnes affaires dans tous les styles. Donc on a à la fois des sociétés en forte croissance comme SES Imagotag dans les étiquettes électroniques de supermarchés, et puis des sociétés très cycliques comme Jacquet qui ont ce défaut-là. Voilà, et puis c'est une équipe de 5 personnes qui gère ce fonds, 5 personnes passionnées par l'investissement dans les entreprises. Parfait, magnifique. Alban? Alors oui, j'ai envie de parler du fonds Sycomore Sélection Midcap que je co-gère avec Hugo Mas. On a lancé cette stratégie en août 2020. Elle s'appuie sur l'expertise historique sur les SMID de Sycomore, et donc avec un nouveau processus d'investissement, une nouvelle équipe et plutôt des bons résultats depuis le lancement, puisqu'il surperforme son indice de référence et ressort pas mal dans son peer group. On se focalise sur les sociétés avec une capitalisation boursière qui se situe entre 1 et 7 milliards d'euros, avec une capitalisation médiane actuellement autour de 4 milliards d'euros, un portefeuille assez concentré, 50 valeurs, et évidemment la marque de fabrique de Sycomore, forte intégration ESG et une approche multithématique durable qui fait qu'on va se concentrer sur 4 types de sociétés, des sociétés avec un impact environnemental positif, des sociétés avec une contribution sociétale positive
des sociétés avec des pratiques RSE très avancées ou en train de transformer leurs pratiques ou leurs offres et qui seront finalement on en est convaincu, on fait de l'engagement pour s'en assurer, les leaders ESG de demain. Donc ce processus de sélection nous permet aussi d'avoir une approche assez blend, voilà, ni croissance ni value. On a vraiment tout type de valeurs dans nos top 10, du Alphen qui peut être un acteur de très forte croissance ou des valeurs beaucoup plus raisonnables en termes de valorisation comme Elis, comme Nexans, etc. Et c'est vrai que le portefeuille présente un upside intéressant. Il affiche un PE médian de 12,9 sur 2023, une belle croissance bénéficiaire. Donc voilà, on a encore un beau potentiel d'appréciation, même si on avait fait plus 12%. On va suivre ça. On va suivre ça. José, pour conclure. Oui, alors moi je vais vous parler d'Échiquier Agénor Europe. Donc c'est un fonds que je gère avec Stéphanie Bobchef et puis le reste de l'équipe donc depuis une dizaine d'années. C'est un fonds donc qui est positionné sur les valeurs moyennes européennes de qualité et de croissance. Donc ça c'est ce qui nous différencie peut-être des deux autres fonds dont on a parlé il y a quelques instants. La taille du fonds, donc 1,8 milliard d'euros. Donc c'est un fonds qui est devenu assez significatif, avec une concentration très forte, puisqu'en général, on gère avec un nombre de lignes entre 30 et 35. Donc, c'est vraiment des très, très fortes convictions, avec une vision long terme. On a quasiment 60 ou 70% du portefeuille que l'on a depuis plus de 5 ans. Donc, il y a une rotation qui est extrêmement lente. La chose qui est importante, peut-être, c'est la performance long terme. Donc, c'est un fonds sur lequel on a fait x2,5 sur les 10 dernières années. Donc, si vous ramenez ça, si vous voulez, à la rentabilité par an, vous allez voir que on est sur des rentabilités qui sont extrêmement élevées, même si 2022, je pense, pour tout le monde, a été une année beaucoup plus compliquée, c'est certain. Ensuite, quand on regarde, si vous voulez, la typologie de sociétés que l'on a dans le portefeuille, en général, c'est des sociétés de croissance, de qualité, avec un potentiel d'appréciation qui est redevenu significatif, puisque l'on a aujourd'hui à peu près un upside de l'ordre de 45 à 50% sur un horizon de temps d'environ 3 ans, avec des sociétés, alors je ne vais pas toutes les citer, ça serait vraiment très long, mais globalement, on est investi dans des sociétés comme Worldline, Neoen dans le secteur des énergies renouvelables, Moncler dans le secteur du luxe, Azeli dans le secteur de la chimie, Somfy, on a été actionnaire, même si là, on est en train d'être racheté par la famille, Vidrala dans le secteur des verriers. Voilà, il y a tout un tas de sociétés et des secteurs assez divers et variés. Et voilà, avec encore une fois, je pense, un potentiel d'appréciation qui est redevenu intéressant sur un horizon de temps de placement à moyen terme. Merci beaucoup pour cet exercice difficile de condenser finalement. En tout cas, il y a un truc que je vais noter, c'est que les équipes sales de Sycomore, LFDE et Amiral vont se faire du souci parce que finalement, les gérants, vous vous débrouillez très bien quand il faut pitcher en 1 minute 15. Bon, messieurs, merci beaucoup. Moi, j'étais Merci. content de faire cette table ronde, parce que c'est une classe d'actifs, je le répète, que j'aime beaucoup. Elle est passée très vite. Merci pour vos éclairages. Évidemment, toutes vos équipes sont à disposition de nos auditeurs pour aller plus loin dans la réflexion et pour pouvoir piquer des idées d'Alban. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve, nous, dans 15 secondes pour la deuxième table ronde. Alors là, attention, on va parler marché obligataire.